Bonjour encore une fois. On reprend la matière par la politique d'indépendance de Charles de Gaulle et de la France pendant ces premières années de la Ve République. Je vous rappelle que les buts de cette politique d'indépendance, c'était de créer un profil propre dans cet scénario qu'on connaît déjà, de bipolarité provoquée par la guerre froide, la confrontation entre les États-Unis et l'Union soviétique, entre les capitalismes et le communisme, dans un contexte aussi international d'apparition de nouveaux acteurs liés à la décolonisation, aux différents procès de décolonisation qui se passent dans le monde. Comment créer cette politique d'indépendance? Comment créer ces profils propres? Et d'abord, une manière déjà de créer non, un profil propre dans les scénarios internationaux, c'est d'assurer l'indépendance des anciennes colonies et de signer en même temps des accords de coopération, okay? Donc devenir une sorte de puissance post-coloniale. Oui, vous comprenez un peu les concepts. Il ne s'agit pas de contrôler les territoires, mais laisser l'indépendance, céder l'indépendance à ces territoires, mais continuer à euh, rester comme le pays moderne, puissant au niveau industriel et capitaliste, qui puisse aider à développer ces territoires. Non? Coopérer avec ces territoires assure une certaine indépendance parce que tu peux formuler ta propre organisation d'État autour de toi-même. Okay. Et voilà, c'est un peu l'idée. Défense nationale, énergie atomique, développer la bombe atomique, c'est indispensable pour créer de la peur et se montrer comme un acteur puissant et important, même s'il y a un scénario de bipolarité marqué par les deux grandes puissances. Donc la France va commencer pendant les années 60 et son procès de construction et de recherche de la bombe atomique et de l'énergie atomique. La France, elle va coopérer avec l'Allemagne, ok. On va signer les traités de l'Élysée l'année 63. Et à partir de la signature de ces traités de l'Élysée, la coopération franco-allemande va devenir une réalité. On se rappelle des deux guerres mondiales qui ont lieu pendant la première partie du XXe siècle. Donc ces traités quand même symboliques mais marque aussi le début d'une nouvelle relation franco-allemande qui va devenir en fait, et le sera jusqu'aujourd'hui, le moteur de la construction européenne. Okay, le traité de l'Élysée. Et finalement, pour assurer ses profils propres, cette indépendance politique des deux grandes puissances, la France va mener, à proposer par De Gaulle, une politique de non-alignement, c'est-à-dire euh, étant donné que la France elle appartient au domaine théorique du capitalisme américain, okay, parce que l'Europe a été soutenue par le plan Marshall, la reconstruction, blablabla, et De Gaulle va choisir de s'éloigner de ces principes, non, de faire partie du domaine américain. Il va s'éloigner donc de la politique américaine, okay, au niveau international. On parle de Gaulle comme un anti-américain, un peu. C'est peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on en parlera dans un autre moment. Mais aussi, cet éloignement de la politique américaine est expliqué aussi par un petit rapprochement à l'Union soviétique. Okay, donc, De Gaulle, il veut toujours jouer ses propres cartes. Il ne veut pas être coincé dans un bloc ou l'autre, mais avoir la liberté de se bouger. C'est ce qu'on appelle la politique d'indépendance gaullienne. Okay, mais voilà. Ici, vous avez une image où Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, le président de la République fédérale allemande, signent le traité de l'Élysée, okay, qui est voilà, quand même très intéressant. Vous voyez, et dans les côtés aussi, Gerhard Schröder, qui sera le président de l'Allemagne pendant beaucoup d'années,
et à la droite, notre droite de Charles de Gaulle, Georges Pompidou, qui sera le successeur de Charles de Gaulle une fois il va quitter les pouvoirs. Cet renforcement de l'autorité présidentielle, il va avoir des effets, bien évidemment, et des effets négatifs aussi. Ok. Par exemple, en août 1962, il va y avoir lieu une tentative d'assassinat à Charles de Gaulle, perpétrée, organisée par l'AOAS, l'organisation de l'armée secrète qui n'acceptait pas l'indépendance de l'Algérie, etc. Une tentative échouée parce qu'il ne mourra pas, mais quand même une menace tout le temps présente pour le président. En même temps, une affiche, une caricature qui dit au musée les monarques. Le monarque, c'est Charles de Gaulle habillé en Louis XIV, le roi soleil. Ok. On juge cette manière de faire de la politique de Charles de Gaulle comme un excès de protagonisme, non, un présidentialisme qui nous rappelle même un roi absolu, à une monarchie absolue. Ok. Mais bon, ce sont des éléments qui vont, notamment cette idée de Charles de Gaulle comme un président euh, omniprésent, seront des déclencheurs de la protestation qui va avoir lieu en mai 68. De Gaulle, il assure son pouvoir, mais c'est vrai que la gauche, il va profiter aussi de ses critiques au présidentialisme gaulliste de Charles de Gaulle pour, après beaucoup d'années, il faut voyager à la 4ème République en fait, présenter la gauche finalement lors des élections dans les 65, les premières élections au suffrage universel direct. Okay, la loi avait été passée en l'année 62, l'année 65, ce sont les premières élections. François Mitterrand, okay, c'est important parce qu'il va devenir le chef, le leader de la gauche, de la SFIO notamment, qui va être transformé en Parti socialiste dans les années 70. Mais voilà, c'est quand même intéressant parce que la gauche va réapparaître dans les scénarios politiques d'une façon importante. Il va concourir avec Charles de Gaulle, il va même menacer la victoire de Charles de Gaulle. Mais finalement de Gaulle remporte la victoire électorale. Mais c'est vrai que grâce à l'union de la gauche et à tous ces critiques qu'on vient de voir, son pouvoir est, pour la première fois, on peut dire, de la 5e République, contesté par la population française. La gauche, en revanche, à cette défaite, elle va sortir à la rue, il va y avoir des grèves, des manifestations. Ok, c'est qu'il y a des nouvelles générations qui se sentent à gauche et qui voient dans la figure de Charles de Gaulle quelque chose du passé qu'il faut surmonter, qu'il faut envoyer au musée, non, comme on a vu dans la caricature. Et je vais m'arrêter ici parce que je vais dédier une vidéo tout entière au mai 68, ok? Et comme ça, je vous laisse une vidéo un peu plus courte. Dans la prochaine vidéo, nous allons étudier, envisager qu'est-ce que c'est le mai 68, quel est le rapport avec la figure de Charles de Gaulle, de ces mouvements de protestation qui aura lieu à Paris, l'année 68, notamment à Paris, mais dans des autres villes de la France et dans des autres villes de l'Europe et du monde aussi. Et quelle est la signification de ces mouvements et comment cela va changer, on peut dire, le pouvoir, la société, l'économie. Okay, c'est un moment très important de l'histoire moderne du monde entier, je pense, pas seulement de la France, mais du monde entier. Mais cela, on le laisse pour une autre vidéo. Ok. Et bon, je vous dis au revoir et à la prochaine.